Salut à tous. Histoire peu connue du football, les propriétaires de l'Atlético Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, propriétaire à 50%, Idán Ofer à 33% et Enrique Cerezo à 15%, le reste du club étant détenu à 2% par les socios, ont récupéré le club pour la somme astronomique de 0 €. On va voir ensemble comment tout ça s'est passé. À noter que Idán Ofer, lui, n'est pas concerné par cette histoire étant donné qu'il a pris possession de ses parts plus récemment dans les années 2010. Tout d'abord, on va se faire un petit historique sportif du club. On va pas tout détailler parce que le club a été créé le 26 avril 1903, il y a bientôt 122 ans, donc il y aurait trop de choses à dire si on devait tout détailler. On va juste passer rapidement sur les gros points qui ont marqué l'histoire du club. Le premier match de l'histoire du club madrilène a donc été le 2 mai 1903 à Buen Retiro Park et c'était une opposition interne, un match entre les joueurs du club. Entre 1913 et 1920, l'Atlético finit plusieurs fois deuxième du championnat régional de Madrid jusqu'à en 2021 remporter le premier titre de leur histoire, à savoir ce championnat régional. Cette saison 1920-1921, elle est aussi marquée par l'arrivée de Santiago Bernabéu, qui a donné par la suite son nom au stade du Real Madrid, au club de l'Atlético Madrid, même s'il n'a joué que un seul match là-bas et que, à la fin de cette saison, il est retourné au Real. En 1929, il participe au premier championnat d'Espagne, aujourd'hui la Liga, de l'histoire. Pour l'anecdote, Alfonso Olazo, joueur de l'Atlético à l'époque, a marqué le premier but de l'histoire du championnat. Le club va connaître des années 30 assez difficiles en étant relégué au championnat régional, avant de remonter en première division nationale en 1934. À cause de la guerre civile, l'Atlético perdra beaucoup de joueurs et aura un petit peu de mal à se reconstruire. En 1940, ils gagnent pour la première fois le championnat d'Espagne. En 1941, ils enchaînent avec une deuxième Liga consécutive. On fait un bond jusque dans les années 60 où le club va remonter dans les hauts rangs du football espagnol. Entre 1960 et 1977, ils vont prendre 4 championnats, 5 coupes d'Espagne, la coupe des vainqueurs de coupe en 1962, mais surtout leur première finale de Ligue des Champions en 1974. À la suite de problèmes extrasportifs, il n'y aura plus rien jusqu'à la victoire en Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao en 1985. Nouvelle période difficile jusqu'en 1996 où l'Atlético va remporter le premier doublé coupe championnat de son histoire. Malgré tout, au début des années 2000, le club va descendre en deuxième division avant de remonter en 2002. C'est d'ailleurs le jeune Fernando Torres qui va être l'acteur majeur de la remontée du club en première division. Ils finissent par retrouver l'Europe en 2007-2008 avec la Coupe de l'UEFA, l'ancêtre de l'Europa League, et Diego Simeone, ancien joueur du club, arrive à la tête de l'effectif en décembre 2011. Le club était alors classé 17e sur cette saison-là et il va instaurer tout de suite sa philosophie de jeu très défensive qui va permettre au club de finir le championnat 7e et donc de se qualifier pour l'Europa League qui vont remporter par la suite en 2012. À la dernière journée de la saison 2013-2014, l'Atlético va arracher un titre avec seulement 3 petits points d'avance sur le Barça et le Real, titre notamment remporté à la dernière journée grâce à un match nul au Camp Nou sur le terrain du FC Barcelone. Du côté européen, cette saison-là, elle sera marquée par une finale de Ligue des Champions, menée 1-0 par l'Atlético jusqu'à la 93e où Sergio Ramos va mettre une tête mythique sur corner qui va permettre au Real Madrid d'égaliser et par la suite de remporter cette Ligue des Champions. Il y aura une nouvelle victoire en Europa League en 2018 avec une victoire 3-0 face à l'OM et plus récemment un titre de champion d'Espagne en 2021 avec notamment un grand Luis Suarez fraîchement débarqué de Barcelone. On va maintenant parler de l'historique administratif du club. Il faut savoir que c'est un club qui a failli disparaître plusieurs fois mais qui a toujours réussi à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Comme on disait, le club il a été créé le 26 avril 1903 après la victoire de l'Athletic Bilbao en Coupe d'Espagne face au premier club de Madrid, le Moderno Football Club, club absorbé par la suite par le Real Madrid. Les Espagnols ayant fondé Atlético avaient pour but de fonder une institution qui pouvait rivaliser avec les plus gros clubs espagnols de l'époque. À ses débuts, le club s'appelait Athletic Club, comme le club de Bilbao, tout simplement parce que c'était une filiale de celui-ci, mais qui était basé à Madrid. Il portait donc les mêmes couleurs que celles de Athletic Bilbao, à savoir un maillot moitié bleu, moitié blanc et un short bleu. Cela dit, le statut de filiale n'est pas valable à 100% étant donné que le club possédait son propre conseil d'administration et avait pour volonté de se différencier du club bilbaïen. Le 20 avril 1907, le club se détache de l'Athletic Bilbao en obtenant sa propre personnalité juridique sous le nom de Athletic Club de Madrid. Au début des années 20, il y a la rivalité qui se crée avec le Real Madrid. Le Real, ils sont en train d'absorber tous les clubs de Madrid, notamment en prenant leurs joueurs puis en fusionnant avec ces clubs-là. Et l'Atlético, ils se veulent résistants à ça, notamment en récupérant les joueurs qui, à la suite de l'absorption de leur club par le Real Madrid, n'ont pas réussi à trouver de nouveaux clubs. C'est un petit peu les antagonistes du Real Madrid. Le 4 octobre 1924, une réforme de statut a lieu et l'Atlético se détache totalement des liens qui l'unissaient toujours à l'Athletic Bilbao. Au début des années 30, le club est voué à disparaître une première fois.
à cause d'une crise économique, sportive et sociale. Luciano Urquijo, président du club à l'époque, surnommé le dictateur, a enlevé le droit de vote du conseil d'administration. Ça veut dire qu'il était le seul décideur des actions entreprises par le club. Ça a fortement déplu à tout le monde et il a fini par démissionner en 1931 sous la pression. Le bureau est alors rechangé entièrement et tout le monde a la même place au sein du club, que ce soit le président comme les joueurs. À la suite de la guerre civile espagnole, le club fusionne avec le club de l'armée de l'air espagnole. Poussé par des soucis économiques et un manque de joueurs, le club devient alors l'Athletic Aviación de Madrid. Ça restera comme ça jusqu'en 1947 où l'armée de l'air se détache du club madrilène et le club prend alors le nom de Club Atlético de Madrid. Le club connaît alors un nouveau président, Cesáreo Galíndez, qui en fait un club omnisport avec une réussite plutôt correcte, notamment au niveau de la section handball du club. Plusieurs présidents et plusieurs titres vont passer jusqu'en 1992 où le gouvernement espagnol fait passer une loi qui oblige les clubs de foot à passer sous le statut de société sportive anonyme, ceci étant avant sous le statut de société civile. Cette loi, elle est faite pour limiter l'endettement des clubs professionnels. On va voir un petit peu la différence entre les deux statuts. Une société civile, c'est une société qui est principalement à but non lucratif. Les responsables sont garants des dettes du club à titre personnel, le capital social minimum est au choix et le fonctionnement de ces institutions est peu réglementé. Ça convient donc pour des petites sociétés, alors qu'une SSA a pour but d'être lucrative. Elle est possédée par des actionnaires, il faut un capital social minimal en fonction de l'état financier de l'entreprise et celle-ci est fortement encadrée par la loi. On peut pas faire ce qu'on veut avec. Pour information, le Barça, le Real, Osasuna et l'Athletic Bilbao restent sous le statut de société civile étant donné que leur santé financière est vraiment bonne à cette époque-là et ils ont donc une exemption de ça. Ces clubs-là sont donc détenus par des socios qui votent pour un président pour une durée de mandat de 2 ans et demi à chaque fois. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ont fait les propriétaires de l'Atlético pour récupérer le club pour 0 €? Et bah c'est tout simple, ils ont profité de ce changement de réglementation et ils ont vu une opportunité exceptionnelle. Ce changement de statut a donc fait que l'Atlético devait maintenant être possédé par des actionnaires. Il fallait donc trouver ces actionnaires prêts à investir de l'argent dans le club, à une hauteur totale d'environ 12 millions d'euros, pour être plus précis 2 milliards de pesetas, la monnaie espagnole à l'époque. Le gouvernement fixe alors la date limite du 1er juillet 1992 pour effectuer ce changement de statut, sous peine d'une relégation administrative en 3e division. Le président du club à cette époque-là, Jesus Gil, a été élu en 1987. Pour être élu, il a notamment promis de ramener Paulo Futre, star montante du football à l'époque. Mais qui est vraiment Jesus Gil? C'était un homme d'affaires qui était assez mal vu à l'époque. Il était notamment vu comme un personnage raciste, malhonnête, homophobe, et il a fait fortune dans les pièces détachées automobiles et dans l'immobilier. Pour donner un exemple, en 1969, un restaurant qu'il a fait construire à la va-vite s'effondre, causant la mort de 58 personnes. Il sera condamné à 5 ans de prison pour cette affaire, mais ne fera finalement que 1 an et demi, étant gracié par Franco. Vous avez un petit peu l'idée du personnage comme ça. On retourne du côté de Madrid, où il s'est fait élire par les supporters et a connu un paquet d'affaires peu glorieuses sous son mandat. En 1991, 4 ans après son élection, il est censé organiser une nouvelle élection pour élire un nouveau président pour le club. Malgré tout, il obtiendra le droit de ne pas organiser ces élections, utilisant pour excuse le changement de statut du club à effectuer. La veille de la date limite, en fin juin 1992, Jesus Gil et Enrique Cerezo décident alors d'engager leurs fonds propres pour racheter le reste des parts du club, étant donné qu'il y avait eu seulement 500 000 € de récoltés sur les 12 millions. Ils apportent donc un peu plus de 11 millions d'euros, devenant actionnaire majoritaire du club à hauteur de 94,5%. Les 5,5% restants étaient détenus par les socios. Jesus Gil est donc actionnaire majoritaire à hauteur de 60%, en cumulant ça avec son mandat de président. Enrique Cerezo à hauteur d'environ 30%. Lui, il est nommé vice-président et le fils de Jesus Gil, Gilmarín, est nommé directeur général du club. À l'époque, on n'y voit pas spécifiquement de problème, mais cette affaire ressurgit en 1999, lorsqu'une plainte pénale est déposée par un juge anticorruption contre Jesus Gil. Une enquête est donc menée et voici ce qu'elle révèle. Quelques heures avant la fin de la date limite du 1er juillet 1992, les deux personnages passent un accord avec les banques. Celles-ci leur prêtent de l'argent à condition que celui-ci soit investi uniquement dans le club. Le Conseil supérieur des sports valide donc la transformation du club, mais moins de 48 heures après cet investissement, l'argent est rendu directement aux banques. En vérité, des trucages de comptes ont été effectués et l'argent n'a jamais quitté la banque. Pour faire ça, le président du Real Madrid à l'époque, Ramón Mendoza, met en contact Jesus Gil avec Dorna, une filiale de la 5e plus grosse banque espagnole à l'époque. La banque leur accorde le prêt sans demander de garantie derrière, en sachant très bien que l'argent ne va jamais quitter la banque, donc ils sont sûrs de récupérer leur argent derrière. Enrique Cerezo, il fait la même chose avec le Crédit Lyonnais. Donc pour vous résumer simplement l'histoire, ils ont obtenu un prêt de la banque, racheté les actions du club avec cet argent et rendu l'argent à la banque, tout ça sans jamais que l'argent ne quitte la banque, simplement avec des trucages de compte. Cette affaire, elle plonge le club en crise économique en 1999 et les deux actionnaires sont donc suspendus de leurs fonctions en décembre, le temps d'être jugés. Rubi, président nommé par intérim, essaye donc de remettre de l'ordre au sein du club. La moitié du salaire des joueurs est payé aux Blacks et leur salaire est alors revu à la baisse pour qu'ils soient payés le montant qui est inscrit sur leur contrat. Malgré tout, la justice autorise Jesus Gil à reprendre ses fonctions au mois d'avril par la faute de
problèmes sportifs. Ça n'empêchera pas le fait que le club sera relégué à la fin de la saison sportivement. Le 14 février 2003, les deux actionnaires sont reconnus coupables par la justice espagnole. Jesus Gil est condamné à 2 ans de prison et Enrique Cerezo à 1 an seulement. Les deux doivent également restituer la totalité des actions qu'ils ont volées. Le tribunal explique qu'ils ont fait reconnaître à l'Atlético un endettement à hauteur de 12 millions d'euros et que les 600 000 euros payés par les socios pour racheter des actions au sein du club ont en vérité été versés directement sur le compte de Jesus Gil et non pas sur le compte du club. Jesus Gil décède en mai 2004 et quelques mois plus tard, la Cour suprême annule la restitution des parts du club après appel. En effet, le délai de prescription était dépassé. Celui-ci était de 5 ans pour ce genre d'affaires et ça faisait 7 ans lorsque la plainte a été déposée. La plainte a été déposée en 1999 et la prise de possession du club s'est faite en 1992, soit 7 ans avant. Tout ça alors que le lendemain de la condamnation initiale, la justice annonçait que la prescription ne s'appliquait pas pour ce genre d'affaires étant donné que les bénéfices liés à ça ont été profitables pendant les années qui suivaient le rachat du club. La Cour suprême indique que pour être valide, cette mention aurait dû être appliquée sur le jugement initial. Gilmarín, fils de Jesus Gil et Enrique Cerezo peuvent alors garder leur part au sein du club. Cependant, la condamnation pour détournement de fonds reste valable. Ils sont donc tout de même condamnés à 1 an et demi de prison et à restituer les 16 millions d'euros détournés. Ce détournement, il concerne 4 faux transferts qui avaient été utilisés pour maquiller un petit peu les comptes. Et sur ces 4 transferts-là, il faut savoir que 2 transferts annoncés étaient 2 joueurs qui étaient déjà joueurs du club à l'époque et 2 autres joueurs n'ont jamais joué au football de leur vie. Qu'est-ce que ça engendre? Quelle est la gestion du club et comment les supporters voient tout ça? La suite, c'est quoi? Et pas grand chose bouge au club jusqu'en 2015 où le club effectue une hausse de capital. Le groupe Wanda prend alors possession de 20% des parts du club, ce qui correspond à un investissement d'environ 45 millions d'euros. En raison de problèmes économiques, ces parts sont revendues 3 ans plus tard, en 2018, à Idanofer, un riche homme d'affaires. La gestion du club est cible de beaucoup de critiques, étant donné que la philosophie voulue par les actionnaires relève plus du capitalisme que de la passion réelle pour le football. L'idée, c'est recruter des joueurs à bas prix ou alors former des jeunes joueurs et puis les revendre quelques années plus tard au prix fort. Malgré cette philosophie, depuis la saison 1987-1988 où le clan Gil a pris le pouvoir au club, la balance des transferts du club est à moins 316,7 millions d'euros. La faute notamment à des mauvais investissements, comme récemment ça a été le cas sur Joao Félix, où le club a perdu environ 2,5 fois ce qu'il a investi. Concernant la vision de tout ça par les supporters, la gestion du club a créé beaucoup de tensions. Ils espèrent un jour que le club soit revendu, mais peu y croient parce que ça engendrerait plusieurs autres choses. Premièrement, que les propriétaires n'y trouvent plus leur intérêt financier. Mais ça pourrait inclure une crise sportive. D'autant plus que le club est plutôt dans une bonne passe sportivement parlant. Et en plus de ça, les supporters savent ce qu'ils perdraient potentiellement, mais ne savent pas ce que les potentiels remplaçants feraient du club. Est-ce qu'ils feraient mieux ou est-ce qu'ils feraient des choses encore pires? Ça pourrait être aussi une reprise en main totale de la part des socios, mais pour ça, il faudrait une décision de justice ou alors le club qui soit en faillite, et ça engendrerait le fait de repartir éventuellement à une échelle beaucoup plus basse. Donc c'est compliqué à entrevoir. Dernier espoir, le plus cohérent venant des supporters, ça serait que les propriétaires gardent leur part au sein du club, mais confient la direction totale à une autre personne. Ça semble tout de même peu probable, sauf un très gros échec sportif ou alors le départ à la retraite des actionnaires, étant donné qu'ils semblent tout de même prendre du plaisir au fait de gérer le club. Voilà donc pour cette sacrée histoire qui, je pense, mérite d'être un peu plus connue tant l'arnaque est grande. On connaît tous l'Atlético, mais en vérité, peu connaissent les tenants et les aboutissants de cette histoire. J'espère en tout cas que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.